Bonjour, nous sommes au Grand Pavois le 20 septembre 2019. Dans quelques minutes, on va rencontrer Jean-Luc Vandened. Voilà. À tout de suite. Alors, le 20 septembre, c'est une date historique pour moi, pour rencontrer VDH, hein, c'est ça? Oui. Il va nous parler de son parcours, un petit peu, là, le dernier tour. Après, on verra si on fait un autre tour. Et en même temps, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il nous parle de tout ce qui est communication en mer, ce qu'il a reçu, ce qu'il peut recevoir, ce qui serait souhaitable de recevoir. Car on est seul sur l'océan, quelle information on a besoin? Enfin, voilà. Bon, alors moi, voilà, c'est parti. J'ai fait mon premier tour du monde en 86-87 et forcément à cette époque-là, les seules communications qu'il y avait pour communiquer avec la France, c'était Salis Radio, qui permettait d'atteindre qui on voulait, comme on voulait, avec des opérateurs extraordinaires qui savaient qu'on était autour du monde, qui nous cherchaient, qui nous trouvaient, qui essayaient de nous faire passer relativement rapidement par rapport au cargo, tout ça. Et parallèlement à ça, j'ai un radio-amateur qui m'a contacté et qui souhaitait établir des liaisons avec moi. Et donc, j'ai un souvenir de Salis Radio tout à fait extraordinaire. Et d'ailleurs, ils m'ont invité aux 10 ans de l'extinction de la radio, qui était très émouvant. C'était quand déjà? C'était pas récent, hein, tout ça. Les 10 ans, non, maintenant ça doit faire 20 ans maintenant. Ça nous manque, hein. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça nous manque tout ça. C'est sûr que ça nous manque, mais ils n'avaient plus de trafic à cause de l'iridium, quoi. Hein. Et donc, alors il y a encore quelques pays qui continuent à faire ça, mais en réalité, ils continuent à faire ça, mais ils disent qu'ils le font. Mais en réalité, moi j'ai essayé de communiquer avec l'Australie, l'Afrique du Sud et tout. Ils disent qu'il faut une veille 24 heures sur 24, mais c'est comme en France. Hein. Quand j'ai installé 21-82, j'ai une fréquence de détresse maritime. Quand on a installé la BLU sur Matmut, on s'est dit on va appeler 21-82 qui n'a jamais répondu. Et donc, le mec qui était avec moi, qui est d'ailleurs un radio-amateur lui aussi, me dit mais attends, bouge pas. Il prend son portable, il appelle le cross, il dit on vous appelle sur 2182, personne ne répond. Ah, vous nous appelez sur 2182, attendez, bougez pas, dans 2 minutes c'est bon. Ouais. Alors que ça doit être veillé 24 heures sur 24. Mais c'est fini, quoi, hein. Comme plus personne n'utilise ça, c'est plus veillé, c'est plus... Et... Donc il reste pas grand-chose finalement. Mais il reste rien, il reste l'iridium, point. Voilà. Et ça c'est par satellite de toute façon. Ah, ça c'est par satellite. Donc en direct, il n'y a plus grand-chose, enfin on va en parler, je pense. Non. En BLU, alors si, il reste le système, mais ça demande un modem, et c'était interdit dans notre course, ouais. Où avec une cotisation 250 € je crois, on a Cellmail qui permet d'envoyer des mails, de recevoir des fichiers météo et tout ça. Et autrement, la BLU, elle sert à causer entre bateaux et elle sert à causer dans le réseau des radioamateurs quand on a l'indicatif. Enfin, tu as la VHF en FM. Oui, mais la VHF, ça entre bateaux. Ah non, bien sûr. Ah non, mais déjà, entre bateaux, quoi. Oui, mais même pas. Entre bateaux, ça porte à 50 000, pas plus. Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. Entre bateaux, ça n'a aucun intérêt. Moi-même, nous-mêmes, là, dans la course, on nous avait donné une fréquence pour parler de bateau à bateau sur 4 mégas. Et moi, j'avais 15 jours d'avance sur le deuxième, et je ne l'entendais plus sur 4 mégas. Et l'antenne que tu utilisais, c'était quoi alors moi, j'avais une antenne sur un Patara isolé, comme à chaque fois. Donc un Patara, 2 isolateurs et en dessous une boîte d'accord d'antenne T120, ICOM et l'émetteur ICM 802. Voilà, d'accord. Donc ça demandait pas beaucoup d'énergie de toute façon. Ça en demande toujours, mais c'était le seul truc qui demandait de l'énergie sur le bateau, puisque
on n'avait pas de pilote électrique, donc on ne consommait rien au niveau pilote. Et il y avait que les lumières du bateau, mais ça c'était négligeable. Et comme on n'avait pas d'électronique, on ne consommait pas grand-chose à part la BLU, quoi. Voilà. Là, on s'est mis un petit peu à l'air pour respirer un peu l'air iodé de La Rochelle. Donc Jean-Luc, tu voulais continuer. Iodé et ensoleillé. Et ensoleillé, c'est vrai que là, c'est exceptionnel. Hein. Alors, je te laisse continuer sur ce que tu voulais annoncer. Oui, alors donc, moi, les conversations qu'on pouvait avoir avec la Terre, ça rompait la monotonie, ça permettait d'avoir quelques nouvelles. J'ai eu des nouvelles de la route du Rhum, j'ai eu des nouvelles de la Coupe du Monde de foot. Et puis ça crée une certaine amitié entre les gens. Il y en a certains que je n'ai encore jamais rencontrés. Et avec lesquels on a sympathisé. Et ça a été les communications avec la Terre, c'était à bord un moment extrêmement agréable. Et nécessaire. Alors je passais pas mal de temps d'ailleurs, parce que il y avait deux réseaux si on veut. Il y avait le réseau officiel de Terre et Mer qui nous lisait les métarias. Et puis moi, comme j'ai été suivi pendant des années par un groupe de radioamateurs, j'avais en parallèle de ça c'est vrai que le monde de la communication radioamateur, en l'occurrence, tu connais ça depuis très longtemps. Ah bah oui, depuis 86, depuis mon premier tour du monde. Ouais. Alors moi je voulais aborder un autre moyen de communication, enfin réseau d'information RFI. Est-ce que en mer... C'est fini. Ah ouais. C'est fini RFI. Même en Afrique? C'est fini. Alors on arrive encore, quand on n'est pas très loin de l'Afrique, on arrive encore à capter quelques émissions. Mais c'est fini, il n'y a plus de météo sur RFI. Et c'est très limité maintenant, c'est très directionnel. Il n'y a plus beaucoup de journalistes. Ariel Kassim, par exemple, elle est en retraite maintenant, il n'y a personne qui a repris sa place. Il y avait une émission sur les voileux à une époque, c'est terminé tout ça. Et c'est très amusant parce qu'on dit qu'on est dans un monde de communication, mais en réalité, il y avait plus de communication dans le premier Vendée Globe qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, pour communiquer, pour que deux coureurs communiquent, ils ont le numéro de téléphone de leur copain et ils font comme avec un portable, c'est-à-dire qu'on appelle d'un téléphone à un autre. Nous, à l'époque des premiers Vendée Globe, c'était complètement différent parce que tout le monde entendait tout le monde. Et donc, on savait ce qui se passait sur les autres bateaux, on savait, quand on arrivait, on avait l'impression de connaître tout le monde parce qu'on écoutait les conversations qu'il avait avec sa femme, puisque nous, on attendait derrière pour passer. Et tu écoutais ça sur quelle fréquence? Sur les fréquences marines. Ah, marine, voilà. Avec Saint-Lys. Oui, je voulais... Mais voilà, d'accord. À partir du moment où quelqu'un communiquait, sur la BLU, la BLU... N'importe qui écoute la fréquence qu'il veut. Ah oui, donc, il n'y a pas de confidentialité, ce qui fait que quand on arrivait à terre, on avait l'impression de se connaître beaucoup mieux qu'aujourd'hui, où ne causent que deux personnes qui se connaissent, mais on ne cause pas avec les autres. Donc on revient à Salis Radio, qui serait... on revient qui était très utile. Radio, et on revient au réseau... des radioamateurs où n'importe qui peut écouter n'importe qui. Alors, il y avait un réseau qui existait, qui a été un peu controversé, mais moi je trouvais ça très bien, c'était le réseau du Canada, là, des VE2, c'était déjà le réseau des Canadiens, là. Oui, mais il y a sur 1418 par exemple. Alors, il y en a plusieurs qui font des appels. Voilà. Alors, aussitôt qu'il y a un maritime mobile, voilà. Ça excite beaucoup le radioamateur qui est sur son fauteuil. Ça fait rêver. Et ça fait rêver, et ça le fait voyager, et tout ça. Et donc, c'est la raison pour laquelle, si on prend les radioamateurs qu'on a pu avoir en Afrique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux Falklands, forcément, ils avaient envie de parler à Max Latt, à Suzy Goodall et à d'autres, quoi. Et
Donc ce qui a créé des problèmes parce que C'est sûr. ça a créé des problèmes. Voilà. Non, mais on comprend bien. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas d'exception pour ce genre de... Ah ben, on a essayé. Oui, c'est ça. Alors moi, c'est ça un peu la évidemment conclusion, hein, tu essayé. comprends ce que je veux dire, quoi. Moi j'ai essayé. Il y a eu des exceptions que je connais. Il y a des exceptions que je connais. Pesquet a un indicatif radioamateur. Oui, bien sûr. Carso a un indicatif Ouais, voilà. radioamateur. Moi j'ai essayé avec la ministre des Outre-mer qui m'a... Alors mais maintenant c'est très compliqué, finalement, hein. C'est une petite entité du ministère de je ne sais plus quoi qui s'occupe de ça, avec la NFR. La NFR, eux, ils font que obéir. Oui, c'est ça. Ce sont des contrôleurs de fréquence. Ils sont de toute façon, trois et ou d'attribution. deux. Enfin bon. C'est vrai que... Et donc, il n'y a personne qui prend de décision là-dessus. Alors. Peut-être que ça changera dans le futur. Ah ben ça, n'a plus de morse, n'a plus les difficultés qu'il y avait avant. C'était une difficulté. Moi je trouve qu'il faut essayer de rendre ça un peu accessible, surtout que c'est pas comme l'iridium, c'est écoutable par tout le monde, quoi, hein. Donc, et puis s'il y a une panne de satellite, il reste la BLU. Ah ben, c'est fini. Et il reste la Charlie Whiskey, la télégraphie. Hein. Absolument. Et puis il reste aussi tout le réseau civil de la sécurité. La DRASEC en particulier. Voilà. Moi j'ai mon voisin du 13e qui en fait partie. D'accord. Enfin, je trouve que c'est dommage d'abandonner ça et je trouve que c'est vrai, là, il devrait faciliter l'accès à ces choses-là, surtout pour les jeunes qui n'ont pas envie de passer un truc rébarbatif qui ne sert pas à grand-chose. Pour causer dans la BLU, on n'a pas énormément besoin de connaissances. C'est de la déontologie et du respect. Exactement. D'abord. C'est comme pour causer à la VHF. Et je ne vois pas pourquoi ça serait rendu inaccessible. On peut rêver, un jour il y aura peut-être cette ouverture. Ouais, voilà, c'est ce qu'on peut conclure sur ce sujet. Non. Non. Bon, mais continue. C'est sûr que moi, si j'avais un bateau de croisière et que je partais autour du monde, j'aurais une BLU, ça c'est une certitude. Et alors là, évidemment, sur mon bateau de course, j'ai pas de BLU parce que je suis limité par le poids et par... Mais si je partais en croisière autour du monde, ça c'est sûr que j'aurais une BLU et que je l'utiliserais. Ouais. Tu peux utiliser le 27, mais ça passe pas. Si, ça passe un peu, mais quand il y a des ouvertures. Non, mais je crois qu'on... Enfin, je disais tout à l'heure, c'est vrai, sous forme un peu de blague, quoi. S'il y avait une panne de satellite, oui, bien sûr. Il resterait, et d'ailleurs en Amazonie, seules les fréquences Charlie Whiskey passent. La phonie ne passe même pas. Donc pour la sécurité, je trouve que... Alors, moi j'irai un peu plus loin, maintenant ça s'engage que moi. Hein. Tu as évoqué tout à l'heure une forme de parrainage qui pourrait y avoir lieu pour l'exception, avec un radioamateur qui te parraine, c'est-à-dire qu'il soit, par exemple, et tu es le filleul pour la course, par exemple. Et uniquement une personne. Ou deux. C'est déjà une, ce serait déjà pas mal, je peux te dire. Pour moi, ça n'engage que moi. Voilà. Alors, une petite anecdote, il remet ses chaussures, Jean-Luc. Oui, parce que quand on monte dans les bateaux, il faut enlever ses chaussures. Donc je ne m'étais pas menacé parce que... Non, j'ai eu peur là tout à l'heure pour la sécurité. Non, mais ça va aller, Donc, effectivement, pour monter dans les bateaux, il délace ses chaussures. Il faut enlever ses chaussures. Je ne sais plus de... Bon, grave, on va continuer. On parlait toujours de la future course éventuellement. Ah oui, alors dans la future course, il y a une certitude, et maintenant c'est acté, les communications radioamateurs sont interdites. Ah. Ça c'est une certitude. Alors les bulletins par contre, c'est ce que j'ai cru comprendre. Oui, d'accord. Après, on est dans le flou. Pas plus. Mais on peut imaginer que les bulletins pourraient être envoyés sous forme de cartes, pas interprétées, et que le marin pourrait les interpréter lui-même. Alors, ça serait du domaine du possible. Alors, normalement, avant, on recevait des facsimilés de cartes météo. Ouais, voilà. Ça, c'est comme Saint-Lys. Oui, c'est ça. Ça a complètement disparu. Voilà. Alors, il y a encore les Anglais, je crois, Bushmill, qui ont continué à envoyer des cartes. Il y a peut-être les Américains aussi, je ne sais pas.
Et ça marchait très bien. Hein. On recevait moi, dans mes premiers tours du monde, j'ai utilisé le facsimilé de carte météo très très longtemps. Et là, tu pouvais pas l'utiliser. Ah bah, moi, je trouve ça super. Ouais. Bon. Mais je ne sais pas du tout. Bon, on verra, mais... Moi, je ne vais pas faire la course de 2022, non, ça c'est une certitude. Donc je ne me suis pas réellement penché sur la question. Mais ça serait à souhait, finalement. Ce serait pas mal. C'est sûr que... Qu'est-ce que vous avez besoin en mer? Connaître la météo... Des bulletins, c'est tout? Voilà. Connaître la météo, c'est un avantage considérable. Après l'interprétation, vous en faites... Après, c'est à nous de voir ce qu'on en fait. Hein. Ouais. Mais avoir... la position des dépressions, la position des anticyclones, c'est ça l'essentiel, non? Savoir les isobars et tout ça, ouais. Recevoir une carte météo, ce serait extraordinaire. Ok, bon, merci pour le sujet. On va parler un peu comme ça, des navigateurs qui nous ont marqués, enfin on va en oublier, mais juste comme ça, spontanément. Alors moi, les premiers livres que j'ai lus, le premier livre de voileux que j'ai lu, c'était Alain Gerbaud. Ah ouais. Et puis il a fait le tour du monde à l'envers. Alain Gerbaud, non, il a fait le tour du monde, mais pas à l'envers. Je crois que c'était à l'envers, moi. Non, c'est pas lui. Non. Par contre, le premier à avoir fait le tour du monde à l'envers, c'est Chez Blaris. Mais c'était récent, c'était en 70. Là, on parle en course ou on parle en général, quoi? Oui, en général. Ouais. Donc c'était en 1970. Et donc, moi, le premier livre de voile que j'ai lu, où j'avais, je sais pas, 12-13 ans, c'était Alain Gerbaud. Après, j'ai connu donc Marcel Bardiot. Et puis après, tout ça, ça m'a excité. Et évidemment, je suivais tout ce qu'il y avait. Et j'ai suivi la course de 68, bien entendu. Bien sûr, avec Motessier, qui a fait son tour et demi. Avec Robin Todd Johnson et toutes les aventures qui ont pu se produire. Et là, la communication à ce moment-là, il y avait quelque chose? Il avait de la BLU, Motessier en particulier? Pas du tout. Motessier n'avait pas voulu prendre de radio et lui, il était hostile à toute communication en mer. Lui, c'était un espèce de philosophe. Il voulait avoir la paix, être tranquille, etc. Alors que l'appareil radio là, était offert par l'organisateur de la course. La BLU de l'époque était installée et offerte. C'est-à-dire qu'on pouvait communiquer, moi je n'ai pas connu cette époque-là, mais on pouvait communiquer sur les ondes? Ah non, on communiquait à travers Portichet si on était anglais, Saint-Lys si on était français, etc. Okay. Ou le réseau de radioamateurs. Mais Motessier, lui, avait refusé qu'on lui mette une BLU à bord. D'accord. Bon, bah, je crois que déjà... Et par contre, Robin Todd Johnson, qui a été le seul à terminer la course, lui, avait une BLU et a appelé de temps en temps sa famille, de même que celui qui s'est suicidé et qui avait triché dans la course, Donald Crowes, a appelé de temps en temps la Terre. Mais Motessier, lui... c'était hors de question. Ouais, c'est ça, c'était à part, hein, de toute façon. Bon, il y a d'autres voileux, hein, on peut dire ça comme ça, qui t'ont marqué, je suppose, enfin qui t'ont marqué. Ah bah oui, j'ai lu tout ce qu'il y avait comme bouquin de voile, Vito Dumas, Slocum. Est-ce que tu as connu Willy de Roos? Oui, bien sûr. Enfin, connu, non. Je l'ai vu à une conférence, moi. J'ai vu, oui. Super aussi ce gars-là. Oui, et puis Smile Smithon, One Season 9, Pierre Auboiroul, chauffeur de taxi. Ouais, on pourrait en parler longuement, on ne va pas te retarder, Jean-Luc. C'est vraiment sympa de faire ça pour tous les passionnés de la communication en général. Hein. Exactement, et que je salue et à qui je souhaite bon vent à tous. Je crois que tu vas sortir un bouquin, là. Pardon. Oui, il sort le 30 octobre. Le 30 octobre. Bon, il pourra être dédicacé à certains. Voilà, et ça sera au Sable? Ah ben, il sort chez Stock à Paris. Ouais, et après? Je sais rien, je sais pas. Tu seras au Sable de toute façon. Ah ben, il sera partout dans les bonnes librairies. Ouais, merci Jean-Luc, c'est vraiment sympa. Moi, j'ai passé un très bon moment et j'espère que vous avez passé un bon moment avec Jean-Luc également. Merci beaucoup. Merci. Le navigateur Jean-Luc Vandened et je vais dire quelques mots de notre association qui a choisi de le distinguer. Donc nous représentons la délégation Bretagne-Loire-Atlantique de la Renaissance française. Donc quelques mots d'histoire avant de parler de Jean-Luc. Merci, cher... Voilà. Donc la Renaissance française
a vu le jour en 1916 à l'initiative du président de la République Raymond Poincaré, qui l'a créé comme une association culturelle régie par la loi de 1901 et dont la mission à l'époque était de faciliter pour les citoyens d'Alsace et de Lorraine le retour à la langue et à la culture française qui avait été sévèrement combattu par les autorités du Deuxième Reich au nom du pangermanisme. Entre les deux guerres, ces objectifs ont été atteints et l'association a étendu son action au-delà des provinces rhénanes. National et international de la Renaissance française de l'IFADA, j'ai l'honneur de vous décerner la médaille d'or Solidarité et Valeurs. Merci beaucoup. Je suis très honoré de cette nouvelle distinction culture, solidarité, francophonie de la Renaissance française. Moi, je fais ça... vous avez dressé un tableau un peu terrifiant de ce qui se passe en mer. Alors moi, je fais ça parce que ça me plaît. J'ai, dans ma vie, fait des choses tout le temps que j'avais choisi, qui me plaisaient, et c'est la raison pour laquelle je suis assez heureux et que j'essaye de communiquer cette joie de vivre le plus possible. Je vais essayer de la communiquer dans mon livre qui va sortir le 30 octobre. J'aime la mer, j'aime naviguer, je navigue régulièrement, je viens déjà de rebondir puisque je viens d'acheter un X37 d'occasion avec lequel je vais régater au Sable d'Olonne avec mon club qui est les Sports Nautiques Sablés, qui est dignement représenté ici, et je vais régater parce que ça m'amuse et ça me plaît, et c'est pas parce que j'ai fait déjà 6 tours du monde que faire une petite régate de quelques heures ne me plaît pas, et au contraire ça m'excite beaucoup d'être en équipage, de former un équipage, d'essayer d'améliorer les performances du bateau. La mer est un endroit où on a encore une grande liberté. J'espère qu'elle va continuer cette liberté, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'endroits où on a une grande liberté. Sur la terre, on en a de moins en moins. En mer, on a la chance de ne lutter que contre les éléments. Accepter quand ils sont un petit peu dramatiques lors d'un chavirage par exemple, essayer de trouver des solutions pour réparer, essayer de solutionner tous les problèmes qu'on peut avoir puisqu'on vit en autonomie totale. C'est ça aussi qui me plaît, c'est un autre aspect. Moi j'ai vraiment 2 aspects en mer qui sont complètement différents, la croisière et la course. En course, j'ai qu'une seule envie, c'est d'essayer de faire marcher le bateau le plus vite et d'arriver avant mes petits camarades. En croisière, je n'ai qu'un seul intérêt pour moi, c'est de prendre du plaisir à vivre en mer. J'aime beaucoup cette vie en mer, ce rythme qui est provoqué par le lever du soleil, les repas, le coucher du soleil. J'aime ce rythme et c'est pour ça que je continue à naviguer et j'espère pouvoir continuer encore longtemps. J'espère que il y aura beaucoup de gens et beaucoup de jeunes surtout qui auront envie de naviguer. Je pense que l'envie est un des moteurs principaux de la vie et du bonheur. Donc je souhaite à tout le monde d'avoir des envies, d'abord, quelles qu'elles soient. Et puis si c'est l'envie de naviguer, eh ben, il y a des tas d'organisations, d'écoles de voile, de skippers, etc. qui acceptent des gens sur leur bateau, donc il ne faut pas hésiter à naviguer. Voilà, je remercie la Renaissance française pour cette distinction que je n'ai pas réclamée et donc que je porterai dans les grandes occasions à côté de la Légion d'honneur et du mérite maritime. Je reconnais la boîte. Ça ressemble à celui que j'ai déjà. Alors l'avantage c'est des modèles assez solides. C'est ça c'est ça l'idée.
On a deux, trois petites choses à dire pour les gens qui ne connaissent pas la marque. D'abord, on vient de la plongée sous-marine professionnelle et militaire. On a le record du monde de profondeur en plongée avec une plongée autonome de 10 heures à moins 330 mètres. Donc quand on dit que nos montres sont étanches, elles sont étanches pour de vrai. On a été effectivement chronométreur officiel de pas mal de grandes épreuves de course au large. On est également partenaire de l'UNCN. Et puis, il y a beaucoup de skippers qui portent nos montres. Et c'est toujours avec plaisir qu'on voit la famille s'agrandir. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Je suis très honoré, surtout que je crois que ça vient des Sables d'Olonne, je crois. Ça vient... Enfin, la maison mère est au Sables d'Olonne. La maison mère est à Paris. Ah bon, je croyais que c'était au Sables d'Olonne. Non, effectivement, mais on a un très très beau point de vente au Sables d'Olonne. Voilà, c'est ça. On n'en a pas à La Rochelle, pas encore. Voilà, vous savez où aller. C'est ainsi que se termine notre rencontre avec Jean-Luc Vandenette. Donc, à très bientôt. Nous étions donc à La Rochelle, au Grand Pavois. Le 20 septembre 2019. Merci Jean-Luc pour cette rencontre. Tu nous fais rêver, ainsi que tous les marins autour du globe. À bientôt pour d'autres voyages et d'autres rêves.